3. Bonjour à tous et à toutes. Avant de vous présenter nos invités qui sont autour de ces tables, quelques mots pour expliquer ce qu'est ce CQP et quelle en est la genèse. Le CQP, qui veut dire Certificat de qualification professionnelle, est un titre de branche, comme un diplôme d'une certaine manière, créé pour répondre à un besoin identifié des studios d'animation. Le CQP dont nous allons parler, qui s'appelle Expert technique en création numérique, est né d'un constat partagé lors des RAF 2017, d'où l'utilité des RAF, j'allais dire, celui de la difficulté à recruter des TD, des Technical Directors, formés et opérationnels pour les entreprises. La CPNEF, encore un acronyme, Commission paritaire nationale emploi-formation de l'audiovisuel, a alors proposé de construire à plusieurs un CQP pour former et certifier des TD. Ce qui fut dit fut fait. En juin 2018, le CQP était créé. L'appellation TD est alors francisée et devient expert ou experte technique en création numérique. Cette fonction, il faut bien le comprendre, est au cœur de la relation entre les départements de fabrication, les graphistes, et les départements techniques, recherche et développement et infrastructure système. La construction d'un parcours de formation ad hoc et de l'ingénierie pédagogique financée par EDEC, vous allez découvrir sur une diapositive les partenaires qui ont œuvré, financé cette formation, les voici, a donc eu lieu au cours de l'année 2019. Le choix est fait alors d'une modalité pédagogique innovante, l'AFEST, il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu d'acronyme, action de formation en situation de travail. L'AFEST permet à un apprenant d'être formé par ses collègues et des experts sur son lieu de travail. Et donc de février à octobre 2020, c'est tout à fait récent, une promotion pilote est mise en place, une première promotion de 9 apprenants en CDD, contrat de professionnalisation de 9 mois, fraîchement diplômés puisqu'ils sont sortis le 30 octobre 2020, ce qui est tout à fait récent. Ils se sont formés dans 4 entreprises qui étaient donc impliquées dans tout ce process, Cube Creative, Illumination MacGuff, Micros Animation et Timto, avec le plein soutien d'un organisme de formation, Institut Hardline, avec des cours 100% à distance, ainsi qu'un accompagnement individualisé. Voilà, ceci dit, après ce long préambule, mais qui permet de comprendre de quoi on va parler, j'ai le plaisir d'accueillir Marion Poitvin, ici, apprenante et désormais experte technique en création numérique chez Micros, Lucille Boileau, responsable pédagogique de l'Institut Hardline, bonjour. Bonjour. Sophie Lagoutte, bonjour. Crew Manager chez Micros. Il faudra me dire ce que c'est Crew Manager, c'est quoi Sophie? C'est la partie RH et c'est le suivi des talents. Très bien. Et Antoine Bollinger, responsable recherche et développement chez Xyla. Bonjour. Et bienvenue à vous 4. Je vais commencer par toi, Antoine. Pourquoi est-il compliqué de recruter un TD par les temps qui courent? Alors c'est compliqué pour plusieurs raisons. Déjà, il y a une première raison qui tient à la définition même du poste de TD, qui va pas mal varier d'une entreprise à l'autre. On va attendre des compétences légèrement différentes, soit plus ou moins orientées vers la technique et la maîtrise technique, soit plus ou moins orientées opérationnel et soutien aux équipes. Ensuite, il y a une difficulté qui tient aux profils qui peuvent devenir TD. Un TD, en général, il y a quand même un certain nombre de dénominateurs communs parmi lesquels il faut que ce soit des gens qui aiment et qui savent résoudre des problèmes, des gens qui ne tiennent pas trop mal la pression et, si possible, qui savent communiquer à peu près correctement. Et enfin, il y a la difficulté principale qui est que le TD, parce qu'il fait le lien entre des équipes graphistes, des équipes artistiques et des équipes techniques, doit comprendre les enjeux des deux et doit avoir une vision globale en fait, du pipeline et de la fabrication dans laquelle il s'inscrit pour que les solutions qu'il apporte s'intègrent bien dans l'environnement du studio et ne soient pas en fait, des initiatives isolées qui risquent de nuire à la suite de la fabrication. D'accord. Et avec un peu de recul, est-ce que cette modalité d'apprentissage qu'on a décrit, mais sur laquelle on va revenir, vous semble correspondre à ces spécificités? Tout à fait. Alors déjà, parce que en fait, la formation qui se passe à la fois avec un organisme de formation externe au studio et à la fois avec une partie de la formation qui est internalisée au sein du studio, permet d'un côté, permet d'accélérer la prise d'expérience, qui est généralement un des éléments qui permet de faire un bon TD,
parce que du côté de l'entreprise, elle permet de le former sur des situations qui sont très opérationnelles et qui vont être liées vraiment à la culture de l'entreprise. Mais l'aspect organisme de formation apporte ce temps de recul, ce temps de réflexion et de comparaison peut-être avec ce qui se passe dans d'autres studios ou ce qui se passe dans des pratiques qui peuvent venir d'autres industries ou d'autres cadres. Alors que ça, en fait, si on était purement limité dans le contexte de l'entreprise, ce serait plus difficile de l'amener. Si je comprends bien, il y a le socle général commun et puis l'adaptation aux problématiques propres à l'entreprise. C'est ça. Très bien. Marion, comment êtes-vous venue à exercer ce métier ? En fait, c'est venu de plusieurs choses. Donc à la base, moi, je viens de Isard Digital, donc une école de cinéma d'animation 3D. Et j'ai pu faire un film de fin d'études là-bas. Et c'est vrai que je voyais mes collègues et moi-même d'ailleurs un peu galérer par rapport à plein de tâches qui étaient très répétitives. Et en fait, très vite, il y a eu ce souhait d'automatiser ces tâches-là, en fait, de créer des outils pour nous faciliter la tâche et aller plus vite. Et c'est venu un peu de ça. Et suite à ça, j'ai eu une masterclass qui a été donnée à Isard Digital et où j'ai entendu pour la première fois parler de TD. Et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. Et à la base, j'avais un peu cette envie de faire aussi bien de l'art que de la programmation. D'accord. Et TD, c'est quelque chose qui était vraiment entre les deux, c'était parfait pour moi, quoi, du coup. La quintessence. Et comment avez-vous eu connaissance de cette formation, de cette possibilité qui vous était offerte ? En fait, c'est via Sophie Lagoutte de Micros, du coup, qui m'a parlé un petit peu de ça. On avait déjà eu un entretien ensemble pour que je vienne à Micros, en fait. D'accord. Et une des conditions était aussi justement de faire cette formation, et c'était parfait pour moi, c'était vraiment... Ouais, c'est parfait. Comme dans un rêve. Lucille, le CQP appartient à la CPNEF. Le parcours pédagogique, on va le voir, a été construit à plusieurs, avec l'AFDAS, avec les studios, avec la CPNEF et vous-même. Est-ce que c'était la première fois que vous travaillez dans un tel cadre, de telle manière ? Je pense, à ma connaissance, il n'y a pas de parcours pédagogique qui est complètement coécrit avec des studios. Et en plus, dans cette modalité, c'est-à-dire que la CPNEF avait créé en amont, avec d'ailleurs un soutien d'un certain nombre d'experts, un référentiel de compétences, qui est donc le référentiel de ce diplôme. Mais après, il fallait, une fois que ce référentiel a été fait, on s'est tous réunis vraiment dans une salle, donc les 6 studios et l'Institut Artline, où on a d'un côté réfléchi à ce métier, à la façon dont on pouvait créer ce parcours de formation. Donc on a réfléchi à la durée, aux prérequis, à nos objectifs, et puis on s'est concerté pour voir comment l'organisme de formation pouvait aider les studios, comment les studios pouvaient aider l'organisme de formation, comment on répartissait les compétences. Il y a des compétences qui ont beaucoup de sens à être apprises en studio, parce que c'est lié à l'expérience ou à des travaux pratiques. Et en même temps, le socle de connaissances communes était très important de faire en organisme de formation. Après, la modalité, la FEST, qui était donc imposée dans l'appel à projet, je pense pareil que c'est une première. Donc on a découvert aussi tous ensemble ce que c'était la FEST, c'est-à-dire que et l'organisme de formation, donc moi-même et mon collègue Pascal Chave, et tous les référents des studios ont été formés pour devenir référents à FEST. C'est-à-dire que nous-mêmes, pendant cette expérimentation, on a passé notre propre certification. Donc c'est une espèce de méta-formation où vraiment on a dû tout apprendre, tout construire ensemble. Et j'ai une question plus personnelle, c'était vertigineux ça, ou c'était un pari qui donnait envie de s'y lancer parce que c'est nouveau, parce qu'on a l'impression de défricher un nouveau champ ? Un peu des deux peut-être. C'est vrai qu'au début, je pense qu'à la première réunion, on s'est tous regardés en disant mais qu'est-ce qu'on va faire tous ensemble ? Comment ça va se passer ? Et il y a quand même une cohésion qui existait déjà, je pense qu'on se connaissait tous un petit peu. Il y avait une vraie envie de créer. Je crois que le profil des TD, donc tous les experts techniques qui étaient là sont TD, n'ont pas peur de créer et d'inventer. Et je crois que partir de zéro et inventer quelque chose, ça nous allait bien. Marion, qu'avez-vous retenu de cette modalité AFEST, qui on vient de le voir, novatrice ? Plein de choses. D'une part, il y avait vraiment cette synergie entre les étudiants, les différents apprenants en fait, qui venaient de plein de secteurs différents déjà à la base, donc plein de profils différents, pas forcément qui venaient tous de l'art ou pas forcément qui venaient tous de la programmation, mais plein de choses différentes, de plein de studios différents aussi, donc du coup on a pu voir comment ça se passait dans d'autres studios, et ça c'est hyper enrichissant parce qu'on apprend plein de choses, aussi bien au niveau de notre studio à nous et aussi bien de ce qui se passe ailleurs, et ça c'est vrai que c'est quand même une chance qui est assez incroyable je trouve. Et après, il y avait aussi au niveau du studio, en fait, au niveau de Micros, cette chance de pouvoir apprendre sans être
juger sans avoir besoin de faire de résultats vraiment. Et en même temps, on a une vision sur notre apprentissage, en fait. On voit comment on progresse, on a des jalons qui sont faits avec les personnes qui nous suivent, et ça nous permet de voir comment on arrive à progresser et à apprendre. Et du coup, on a pas mal de recul sur notre prise de niveau, en fait. Et ça, c'est rassurant, parce qu'on peut discuter avec les experts TD de la boîte, en ayant conscience qu'on peut poser plein de questions et on a le droit à l'erreur, quoi. Et personnellement, est-ce que vous avez eu plusieurs étapes dans ce processus-là, avec des moments d'euphorie ou de découragement Oui, bien sûr, oui. Bien sûr. Il y a eu des moments, effectivement, comme vous dites, où c'était un peu, oh là là, mais je ne sais pas du tout le niveau, comment est-ce que je vais m'en sortir. Et après, en fait, on pose vite les questions naturellement. Il y a une très bonne ambiance à Micros, et c'est super. Et je pense que dans les autres studios, c'est pareil aussi. Et du coup, ça nous aide à nous porter vers le haut et à réussir ces gros défis de je suis quelqu'un qui, à la base, qui est graphiste. Je connais rien à la programmation Python. Comment je vais faire? Et en fait, voilà quoi. Une équipe qui est là pour nous soutenir, ça aide à avancer, quoi, c'est sûr. Sophie, à l'origine, le CQP a été créé pour combler un déficit de recrutement, hein, il faut le dire. Diriez-vous que l'objectif a été atteint à travers ce programme? Complètement. Il n'y a qu'à écouter Marion, oui. tout ce qu'elle dit. Ça paraît assez explicite. Que ce soit Marion ou Clément, parce qu'on avait 2 apprenants. D'accord. Ils sont avec nous encore aujourd'hui et ils ont des très bons résultats. Comme on explique depuis tout à l'heure, c'est un peu un double profil. Donc, tous les deux sortaient d'école de 3D. Ils avaient envie d'aller vers le métier de TD et il manquait cette partie de script, Python et un peu aussi toute cette partie communication. Et la FEST leur a permis d'acquérir tout ça. C'était une volonté pour vous de plutôt prendre quelqu'un qui avait le profil graphiste et qui allait aller vers le développement, ou c'est les circonstances qui ont fait que les rencontres? C'est les rencontres. Marion, on l'a découverte à l'école. On a vu son film de fin d'études, on a vu tout le travail qu'elle a effectué sur son film. Et on s'est dit, elle a les compétences artistiques, elle a l'œil, elle connaît les logiciels. Il faut qu'elle apprenne les bases de script. Voilà, et c'est pas insurmontable. Au sein de Micros, combien de personnes, combien de professionnels ont été impliqués dans cette démarche à FEST? Alors sur le montage de la FEST, il y a 5-6 personnes, et après surtout le suivi, c'est une dizaine de personnes, parce que les TD sont au cœur de la fabrication, donc ils ont besoin d'échanger avec le Head of Pipeline, tous les experts TD et les TD, mais aussi tous les superviseurs de département, parce que chacun a ses problématiques, a besoin d'outils divers et variés, et c'est des compétences différentes. Alors, on a compris à travers les propos de Marion tout le bien qu'elle a tiré de cette expérience. Est-ce que les professionnels qui étaient au contact de Marion, eux aussi, ont quelque part bénéficié de cette démarche et on en tiré un profit déjà, on a 2 personnes qui ont été formées à être formateurs, ce qui est pas mal, parce oui, qu'effectivement, c'est vrai. dans le métier, on apprend beaucoup sur le tas en production. Et donc, apprendre sur le tas, ça veut dire aussi avoir parfois des manques. Et là, ce que disait aussi Marion, c'est le droit de se tromper, d'être en formation vraiment, et que ce soit reconnu, et qu'on puisse les accompagner là-dedans. Donc ça, c'était très important, et c'était très bénéfique pour tout le monde. Et les 2 formateurs vous ont vraiment accompagné avec des vrais jalons. Et nous, ça nous aide derrière à nous structurer. Ça les oblige aussi à formaliser. Oui, c'est ça permet de formaliser et de reproduire éventuellement, même sur d'autres profils, d'autres juniors. Quand les jeunes sortent d'école, ils n'ont pas encore l'expérience. Et nous, il faut qu'on acquiert cette expérience et l'accompagnement. Lucille, comment vous avez travaillé avec les studios? C'est assez remarquable de voir ces studios qui sont tous des studios importants dans le domaine qui est le nôtre, je dirais s'associer ou en tout cas rentrer dans la même démarche, dans un domaine dont on peut penser parfois qu'il y a un peu de cuisine interne qui est difficilement partageable. Comment ça s'est passé tout ça? Alors, ce qui était facilitateur pour nous, c'était que la CPNEF et puis même pendant l'IRADIRAF, il y avait eu déjà ces studios qui s'étaient regroupés. Donc il y avait une vraie volonté des studios et une vraie volonté d'engagement. Les personnes de la part des studios qui ont voulu libérer du temps des employés quand même pour s'investir là-dedans, ils ont pris du temps, ils ont investi du temps de leurs équipes. Et puis les personnes qui ont voulu participer étaient très proactives et volontaires. Donc c'était assez facile. En tout cas, il y avait déjà une volonté commune d'avancer ensemble. Donc tout le monde partait
de façon hyper positive. Après, nous, notre travail d'organisme de formation, c'était effectivement de synchroniser tous ces apprentissages, parce qu'on avait quand même 9 apprenants répartis sur 6 studios qui n'utilisent pas du tout les mêmes logiciels. Il y en a qui sont sous Blender, sous Maya, sous Harmony, ils n'utilisent même pas les mêmes softs. Et donc, de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on va leur apprendre en tant qu'organisme de formation, et surtout que les mises en pratique en studio se fassent de façon concertée avec l'organisme de formation. Donc ça, c'est la théorie, hein, c'est ce qu'on avait, on avait fait un très beau synoptique. Au début, ça marchait nickel. Puis après, il y a eu la réalité. Comme dans la vraie vie, quoi. Comme dans la vraie vie. Il y a eu la réalité, et cependant, comme disait Marion, il y avait quand même ces jalons. Donc moi, j'étais... Oui, c'est ça, vous avez mis en place des outils. Oui, nous, on est un organisme de formation du coup à distance. Donc déjà, tout ce qui est outils à distance, les cours à distance étaient mis en place. On avait ensuite mis en place des jalons qui ont été plus ou moins respectés, mais qui restaient quand même, où il y avait un guide pour dire, voilà, au bout de 3 mois, il faut qu'il sache à peu près faire ça. Au bout de 6 mois, il doit savoir faire ça. Et ça nous permettait de nous retrouver régulièrement entre organismes de formation et studio pour discuter de où c'est que tu en es avec tes apprenants, et toi tu en es là. Il y avait aussi l'idée de se donner des idées aussi, comment mettre en œuvre telle ou telle compétence. Est-ce qu'on fait un jeu de rôle, est-ce qu'on simule, est-ce qu'on le fait dans un cas pratique? Parce que des fois, tous les cas pratiques ne sont pas disponibles au bon moment dans le studio. Si c'est résoudre une panne, oui. S'il n'y a pas de panne ce jour-là, heureusement, il y en a toujours une. Donc ça va. Ça, on savait que vous parlez du dialogue avec les apprenants. Comment vous l'avez mis en place, cet accompagnement des apprenants? Alors, à peu près comme on fait quotidiennement, c'est-à-dire que nous, on a donc une plateforme de cours en ligne. On a des temps qui étaient sacralisés. Donc, les studios ont été aussi d'accord pour que tous les mercredis matins, les apprenants soient libérés, par exemple. Et pour du coup qu'on se connecte tous sur Zoom. Donc c'était avant le confinement, avant le Covid. Alors nous, on était nickel. Vous avez testé Zoom avant tout le monde. Ouais, c'est ça. Donc c'est déjà un outil qu'on utilise quotidiennement. Et après, on essayait de les voir individuellement tous les mois, toutes les 6 semaines, pour avoir quand même... En vous rendant dans l'entreprise? Pas toujours? Non. Oui, après le confinement. En fait, on a commencé en février. Ah oui. Mais on les voit, de toute façon, qu'on les voit sur place, c'était prévu, mais on les a vus à distance. Et donc les suivre quotidiennement, voir leur suivi. On avait aussi des possibilités d'avoir des modules en fonction du profil de l'apprenant. Si on avait qui était plutôt développeur, de leur donner des cours de 3D un peu spécifiques. Voilà, on a essayé d'un petit peu adapter au profil, tout en synchronisant les apprentissages. Et donc, ils avaient des cours asynchrones, des cours synchrones, avec des experts techniques. Eux-mêmes professionnels ou spécialistes ça peut être spécialiste du debug, spécialiste du pipelines, voilà. Il y avait différents spécialistes qui intervenaient, toujours dans le souci qu'ils aient un socle de connaissances communes. Parce que ne faire qu'un apprentissage en studio, c'est aussi oublier d'autres fonctionnements. Chaque studio a son pipe, voire chaque production. C'est quand même nécessaire de comprendre qu'autre chose existe, autre chose est possible. Et qu'il ne soit pas s'ouvrir et qu'il ne soit pas complètement formaté sur un studio, mais qui bénéficie aussi de bases communes. D'autant plus que dans les studios, les équipes elles se forment sur le tas, les unes avec les autres. Ça se passe plutôt bien. Mais c'est bien des fois de remettre un peu de méthodologie, de remettre des règles, des outils. Je vois qu'Antoine opine. C'était quoi la semaine type alors, le Covid étant intervenu, la notion de semaine type a peut-être été un peu bousculée, mais... Oui, bon, du coup, il y a évidemment pas mal d'adaptations qui ont dû être faites, mais dans l'ensemble, malgré le Covid, on s'est tenu à ce qu'on avait un peu décidé dès le départ, c'est-à-dire de sacraliser les matinées pour la formation. Donc, chaque semaine, l'apprenant pouvait consacrer ces 2-3 heures de la matinée soit à la formation via l'organisme en suivant les cours à distance de l'organisme de formation, soit en suivant les classes virtuelles avec ses camarades de promotion qui étaient dans les autres studios, soit en se formant dans le cadre du studio lui-même. Alors, je dis, donc ça c'était dans les grandes lignes. En pratique, en début de parcours, évidemment, il y a eu plus de temps consacré à la formation, et aussi en fin de parcours, parce que la formation terminait par la rédaction d'un rapport qui était ensuite soumis à un jury, donc ça faisait partie de la validation du certificat. Et en parallèle de ça, donc on avait des points toutes les 2 semaines sur les activités d'AFEST, les activités de formation en situation de travail,
pour amener l'apprenant à réfléchir sur sa pratique, à la verbaliser et aussi poser ses questions et identifier les besoins suivants en termes de formation. Et enfin, tous les 2 mois, on refaisait un passage sur la grille de compétences pour évaluer sa progression et encore une fois, voir où est-ce qu'il fallait corriger le tir et sur quoi il fallait se concentrer pour la suite. La nécessité qui a été la vôtre de devoir passer les équipes en télétravail et tout ça est venu bouleverser ça ou... Pas tellement. Pas fondamentalement. Je pense que ça nuit à la mise en place vraiment des AFEST dans la mesure où alors c'est une modalité qui est difficile à appréhender et sur laquelle il faudra sûrement qu'on retravaille, mais en plus, le fait de se retrouver à distance dans le suivi de ces activités en AFEST complexifie peut-être encore plus les choses parce que tout devient plus artificiel, le fait d'aller demander de l'aide à un collègue, d'aller poser des questions. Tout est rendu plus difficile. Tu engageais presque déjà un mini-bilan, là, on peut le faire puisque l'opération, la première opération est terminée. Quelles sont les améliorations que tu proposerais, une ou deux? Alors de mon côté, en tout cas, vraiment du point de vue de l'entreprise et du référent AFEST, je vois principalement deux axes sur lesquels j'aimerais m'améliorer, on va dire, sur les prochaines expériences. La première, c'est le recrutement. En fait, nous, notre apprenant avait un profil où il était déjà un peu familiarisé avec l'audiovisuel, mais pas particulièrement l'animation, et il était déjà un peu familiarisé avec le code, mais sans en avoir une expérience très poussée, et avec une vision plus académique, on va dire. Là où je pense, et donc du coup, en fait, rétrospectivement, même si les premières marches étaient déjà franchies, ça lui faisait 2 montagnes à gravir de front. Rétrospectivement, je pense que c'est mieux d'approcher un peu cette dualité de compétences en privilégiant un profil qui est déjà à l'aise sur l'un des côtés et qui a envie de se former à l'autre. Parce que ça veut dire aussi qu'il a une zone de confort sur laquelle il peut se réfugier et sur laquelle il peut être... Quelques certitudes. Voilà, il peut être rassuré aussi sur le fait que voilà, il est en train d'apprendre, mais il a aussi son expertise qui est déjà en place sur au moins un aspect. Et l'autre axe d'amélioration que je vois en ce qui me concerne, c'est vraiment la mise en place de ces AFEST elles-mêmes, sachant qu'en réalité, je pense qu'on n'a pas bien marqué la différence entre ce qui était une situation apprenante dans le cadre de l'entreprise, mais vraiment une situation de formation, et ce qui est juste la partie travail d'un apprentissage, où finalement, nous, ce qu'on a fait, on a un peu appliqué des principes de bienveillance et de droit à l'erreur, qu'on les a un peu étendus et généralisés à la pratique du travail, mais sans forcément marquer plus que ça la dimension apprenante et les compétences qu'on cherchait à acquérir dans le cadre de ces opérations. Aussi bien envers l'apprenant qu'envers les équipes qui étaient autour de... D'accord. Marion, j'imagine, le tableau a l'air idyllique, mais j'imagine qu'il y a des avantages et des inconvénients. Est-ce que tu recommanderais aujourd'hui honnêtement, à quelqu'un oui, bien sûr, j'aurais tendance à le recommander. Après, je pense que quand on se lance dans ce genre de formation, il faut bien comprendre que c'est plutôt une formation de spécialisation, je dirais. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir soit, je pense, comme disait Antoine, suivi une formation en art, donc c'est-à-dire en 3D, etc. Avoir déjà vu pas mal de logiciels comme Maya, comme Nuke ou ce genre de logiciels-là. Ou alors avoir déjà vu tout ce qui est programmation. Et à partir de cette base-là, on choisit de se spécialiser et donc de faire un peu ce pont vers l'autre point en fait. Donc du coup, effectivement, il faut partir dans cette optique-là. Après, au niveau des choses, moi oui, voilà, je recommanderais pour les gens qui voudraient faire ça et qui ont fait ces études-là et qui voudraient se spécialiser. Après, pour les points améliorés, il y a beaucoup de choses que tu disais, Antoine. Mais moi, je pense que c'est une super expérience et que ça permet de rencontrer des gens. Et oui, de faire quelque chose, ça répond vraiment à un besoin en fait, au niveau du domaine. Il y a trop peu de TD, je pense, en production dans les boîtes et ça répond vraiment à ce besoin-là. Et voilà, j'imagine aussi que le cadre, j'allais dire social, le CDD, contrat de professionnalisation, ça c'est rassurant pour toi quand tu rentres dans cette formation. Oui, après moi c'est un peu spécial parce que j'étais déjà à Micros avant, donc j'étais déjà intermittente. D'accord. En fait. Donc peut-être pour d'autres, Lucille, c'est un élément qui a permis à ces gens de s'engager avec
certaine sérénité dans le processus. C'est vrai que c'est pas désagréable de commencer sa vie professionnelle avec en effet un contrat au moins de 9 mois et de toute façon avec des entreprises qui sont dans l'optique d'embaucher. Hein. Elles mettent pas autant d'énergie à cette formation. J'imagine. C'est pas un simple contrat pro, donc ça leur demande beaucoup d'énergie. Donc déjà, il y a cet engagement de l'entreprise qui est assez rassurant. La formation qui est payée aussi. Oui. C'est pas toujours évident de faire financer ces formations et tout le monde n'a pas forcément les moyens. Et c'est vrai que ça, c'est super intéressant. Le fait aussi qu'on soit à distance, ça a permis par exemple au studio L'Effet Spécial qui était à Montpellier de se rattacher à l'expérimentation, alors qu'elle devait être localisée à Paris. Et c'est vrai que ça permet aussi en province d'embaucher. Et c'est vrai que les entreprises ont une difficulté à embaucher dans ces profils, mais à embaucher quelqu'un en disant « attention, on va te former », c'est plus rassurant. Et puis je sais qu'il y a beaucoup de graphistes, comme certainement toi Marion, quand tu es arrivée dans ce milieu-là, tu avais peut-être cette envie, mais oser se dire allez, je postule à un poste de TD, c'est super difficile, sachant qu'il n'y a pas vraiment de formation qui permettent de se positionner comme ça. Bien sûr. Tu occupes quel poste aujourd'hui concrètement ? Aujourd'hui, je suis TD en spécialité image, donc la formation s'est bien passée pour moi. Et du coup, assez naturellement, en fait, je me suis retrouvée dans ce pôle spécialité image, donc c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est rendu, compositing, surfacing, matte painting, voilà. Donc, ça. Sophie, à la lueur de cette expérience-là, est-ce que tu aimerais reproduire ce modèle sur d'autres postes qui peuvent peut-être être en tension Est-ce qu'il y a capacité, à partir de ce modèle, à le reproduire sur d'autres? On peut le reproduire. Oui. Après, c'est vrai que sur le métier de TD, il y a vraiment cette spécificité de double compétence. Oui. Et en plus, il n'y a pas énormément de formation initiale de TD. Donc c'est pour ça que... C'est un métier relativement nouveau, enfin exprimé en tout cas. Alors nouveau, je dirais, il y en a toujours eu, mais les moins connus et moins représentés. Après, il y a plein d'écoles de 3D qui forment très bien à tous les corps de métier. Donc c'est vrai qu'il y a des métiers en tension, mais finalement, les écoles font bien leur travail. Donc, mais là, c'est vrai que sur le métier de TD, il y avait vraiment cette problématique. On a Marion, elle a fait une école de 3D. On a une autre TD qui avait fait une école d'ingé, donc qui était très sur l'architecture, le code, mais elle n'avait pas la connaissance logicielle. Donc on l'a formée aux connaissances logicielles. Donc, est-ce que vous arrivez à un point de compétences identiques pour les deux profils, sans parler des personnes qui peuvent être différentes et qui peuvent vivre l'expérience différente, mais... Oui, je pense qu'à terme, elles réussiront à avoir... Donc c'est rassurant, quelle que soit la filière qu'on a empruntée au démarrage, on peut arriver à ce poste-là. Donc c'est très bien. Ça peut être intéressant aussi pour les entreprises d'avoir une mixité de profils qui se complètent. Bien sûr. C'est hyper important. Bien sûr. Il y a combien de TD chez vous? En ce moment, je ne sais même plus. Il y en a une quinzaine en ce moment. Ah oui. Donc aussi, tu t'intègres aujourd'hui dans une équipe qui est là et qui t'a encadré pour une partie. Oui, tout à fait. Et c'est super, on a une super équipe et c'est vraiment formidable. Ouais. Et on s'entraide tous. Et ce que j'allais dire aussi, c'est intéressant d'avoir des TD qui viennent d'un domaine plutôt artistique et d'autres qui sont plutôt techniques et programmation, parce qu'en plus, ils vont pouvoir chacun se compléter chacun les uns les autres leurs compétences. Et ça, c'est hyper enrichissant et intéressant, quoi. À propos de se compléter, il y a aussi un panel d'entreprises qui ont, tu l'as dit, d'abord des process techniques différents, mais aussi des projets d'entreprises différentes. Est-ce qu'à l'occasion de cette formation, il y a aussi un enrichissement, ne serait-ce que de découvrir comment chacun exprime le besoin, etc. Ou est-ce que c'est annexe, ça? Je pense que d'avoir monté le projet tous ensemble, c'était important. On a tous des process différents, on a tous le même impératif, c'est sortir les plus belles images dans les meilleurs délais, voilà. Et c'était vraiment très bien de pouvoir travailler tous ensemble sur ce même projet, parce qu'on a tous la même problématique, c'est de recruter les personnes les meilleures, ou en tout cas réussir à les former de la meilleure manière, et avec de la bienveillance en plus, je pense, c'était important. Mais il y a eu vraiment beaucoup d'échanges, je pense. C'est un travail colossal qui a été fait, là, Lucille. Comment capitaliser sur ce travail-là? Je parlais de la capacité peut-être à reproduire ce modèle sur d'autres métiers ou refaire d'autres sessions de TD. C'est quoi l'avenir? Je pense que la vocation de cette certification, c'est de la reproduire et que tous les ans, il y ait une nouvelle promo. Donc là, on espère commencer une nouvelle promo en mars, peut-être au plus tard avril. Ça dépend aussi des besoins des studios, quels studios ont envie de s'engager, qui revient
dans cette aventure pour une version 2 et puis quels sont les nouveaux studios aussi. On sait qu'on a aussi des studios qui nous ont approchés parce qu'ils ont aussi envie de faire partie de Les partenaires cette sont prêts à expérience. suivre. Oui, bah, a priori, oui. Bon, ça, c'est une bonne C'est nouvelle. ce qu'ils m'ont dit. On peut la transmettre et puis peut-être faire naître des vocations. Est-ce que vous avez envie on arrive presque au terme là, de cet échange, vous avez envie d'ajouter des choses qu'on n'a pas évoquées ou... J'ai l'impression, moi, à vous entendre, qu'il y avait un niveau de complexité, certes, mais aussi d'excellence recherchée qui était très, très fort, auquel s'est rajoutée la crise sanitaire et la mise à Sinon, distance. c'était pas assez marrant. C'était assez marrant. Bon. Ça aurait pas été aussi marrant Oui, si on n'avait pas eu oui, tout oui, ça. Je pense que... Tout le monde n'a pas saisi l'aspect marrant de cette crise, mais... Ah, mais je pense que construire à 7... Ouais. Donc, construire à 7 entreprises, donc en comptant l'organisme de formation, avec un organisme de formation à distance, une modalité expérimentale sur un référentiel de compétences qui vient d'être créé pour un métier nouveau en tension, ouais, c'était... J'ai presque l'impression que c'est une forme de compagnonnage moderne. Ça ressemble tout à fait à ça. Et je pense que c'est... Justement, on parlait de cet aspect enrichissant pour les apprenants d'être en contact avec d'autres apprenants qui sont dans d'autres entreprises. Ça leur permet en 9 mois en fait, de commencer un travail qui serait celui de plusieurs années, de passer de studio en studio et de découvrir différentes façons de travailler. Donc c'est un parcours que peuvent avoir différents TD chevronnés. Et là, ils l'ont, en tout cas, ils entrevoient un peu ça à travers 9 mois de formation et ça me semble inestimable. La FEST, c'est une modalité pédagogique au même type que du présentiel, du distanciel. C'est une modalité pas comme une autre, mais c'est une modalité qui doit être adaptée aux besoins. Je pense qu'elle ne peut pas être utilisée pour tout, mais en tout cas dans ce cadre-là, c'était vraiment pertinent. Ce qui veut sans doute dire aussi un nombre limité de personnes apprenantes. On ne peut alors, pas être un groupe si important. c'est dans ce cadre-là où c'est une AFEST longue, Oui. certifiante, une AFEST n'est pas forcément certifiante. Et pas forcément longue. Et pas forcément longue non plus. L'AFEST, c'est juste de mettre en place une action de formation situation de travail. Ça peut même avoir lieu sans organisme de formation en soi, tant qu'il y a un référent AFEST. Mais là, c'était vraiment dans le cadre d'une certification auprès de la CPNEF. Donc, ça pourrait être seulement de la formation pro de 3 semaines, si on voulait. Mais dans ce cadre-là, oui, je pense qu'on ne peut pas avoir multiplié trop les interlocuteurs parce qu'il faut quand même synchroniser tous ces apprentissages-là. Il faut être capable de bien suivre les gens et bien suivre aussi, en tant qu'organisme de formation, on devait suivre les référents. Donc, parce qu'on suivait les apprenants, mais on suivait aussi les référents. En leur disant attention, tu n'es pas qu'en studio, tu n'es pas que sur le voilà, j'avais une petite cloche. Non, mais il faut rappeler, et évidemment que tout le monde le fait avec beaucoup de bonne volonté, mais les studios sont souvent des urgences, des délais à respecter, et donc rappeler attention, c'est un apprenant, il a besoin du droit à l'erreur, il a des droits, il a des devoirs aussi d'ailleurs. Mais ça veut dire que si vous étiez amené à lancer une nouvelle formation TD, là, ça excéderait pas un nombre d'apprenants de combien? Je pense que là, ils étaient 9. Je pense en fait, ça dépendrait du nombre de studios. 6 studios, je pense qu'on pourrait augmenter un petit peu. Ça dépend aussi si c'est beaucoup les mêmes studios ou pas. Ça. Je pense que 12 apprenants, ça me semble être... Et si tant est que le besoin existe à ce niveau-là Je pense. Il existera toujours. Oui. D'accord. Oui, si c'est... Oui. Donc Je me fais pas trop de à cette formation en France qui est, je le rappelle parce que c'est une petite fierté, née de conversations durant les RAF. Tout à fait. Donc si nous devons servir à quelque chose, voilà un exemple. Je vous remercie infiniment. Merci. Merci d'avoir y compris d'être venu jusqu'à nous et à très bientôt. On suivra ton parcours, Marion. À bientôt. Merci. Merci.